18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. Chers auditeurs, chers auditrices de Beurre FM, bonsoir à tous et merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter sur Time Sport et sur Beurre FM. Évidemment, ce soir, on va parler de taekwondo avec notre invité Mamoudou Bassoum qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans les studios aujourd'hui. On va parler également d'homophobie avec le documentaire sur l'homosexualité dans le football, notamment celui de Johan Lemaire. On parlera également de Netflix qui s'attaque désormais à Nicolas Anelka. On reviendra également sur les éliminatoires de l'Euro 2020 et notamment le match de l'équipe de France contre l'Islande. Et enfin, on finira avec ce match amical entre le Maroc et l'Argentine. C'était hier, ça a été remporté par les Argentins. C'est parti pour Time Sport. Time Sport. Et autour de la table aujourd'hui pour m'accompagner, Nassim Bourras. Comment ça va, Nassim ? Ça va très bien, la forme. Eh ben écoute, parfait. Juan José Dorado. Buenas tardes. Eh ben parfait. Notre invité, notre coach national, Claude Tollet. Comment ça va, Claude ? Écoute, je suis ton invité maintenant. Ah non, Bonsoir notre coach, j'ai dit. Attention, mais t'es pas notre invité. Notre invité, je le présente dans quelques instants. Jérély Rousseau, comment ça va, Jérély ? Très très bien. Eh bah top. Et puis notre invité, Mamoudou Bassoum, comment ça va, Mamoudou ? Très bien. Très bien. Je vais rappeler que, on fera une interview un peu plus longue en deuxième partie. Évidemment, t'es champion d'Europe de taekwondo, adjoint à Chalette-sur-Loing et numéro 5 de la liste du PCF aux européennes et gilets jaunes. Évidemment, on a vu ça dans tes différents passages médias récemment. On en parlera dans quelques instants. Mais là, c'est l'heure du ras-le-bol et de l'homophobie. Time Sport, le ras-le-bol. Et oui, le ras-le-bol, dans ce ras-le-bol, on a choisi de parler de l'homophobie, notamment de Johan Lemaire, l'auteur d'un documentaire sur l'homosexualité dans le football, qui dénonce les insultes homophobes dans les stades contre lesquels la ministre des Sports veut lutter. Voilà, footballeur amateur ayant révélé publiquement son homosexualité en 2004, Johan Lemaire est devenu symbole de la lutte contre l'homophobie dans le sport, quand il a été évincé de son club, du FC Schuss, voilà, alors en DHR, en 2010, et dans son documentaire Footballeur et homo au cœur du tabou, qui sera diffusé le 14 mai sur France 2 dans l'émission Infrarouge, le président de l'association Foot Ensemble est allé à la rencontre des supporters pour comprendre le phénomène des chants homophobes dans les stades. Comment considérez-vous ces chants à caractère homophobe, ou plutôt comme une rite folklorique ancrée dans les traditions des stades de foot, ou comme une insulte ou une offense permanente et perpétuelle faite envers les homosexuels ? Juan José. Déjà, tout d'abord, c'est peut-être une habitude folklorique au début. Hein, on avait la tendance, effectivement, de traiter avec des noms que tout le monde connaît les joueurs quand ils ne s'engageaient pas comme il faut dans un match. Effectivement, les temps ont changé. Et maintenant, des choses qu'on comprenait, qu'on permettait il y a quelques décennies, ne sont plus acceptables aujourd'hui. Alors, on a parlé ici souvent du racisme dans les stades. Quand on traitait des négros dans les stades de football, à l'époque, personne s'affolait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Et donc, c'est pareil pour l'homophobie. Donc, aujourd'hui, ce type d'insulte, même si au début était peut-être un peu trop folklorique, ne doivent pas être permis. Et pour cela, de toute façon, il y a un code civil, il y a une justice, qu'il faut juste l'appliquer, les stades n'étant pas en dehors de la loi. Jérély. Moi déjà, ma première réflexion, c'est que pour moi, le stade de foot, c'est la société française. Ce qui se passe dans le stade, c'est ce qui se passe en dehors du stade. On a banalisé l'insulte maintenant en 2019. Les petits, ils ont 8 ans, 9 ans, ils te sortent des mots, tu n'imaginerais même pas qu'ils puissent sortir ça de leur bouche. Et pour moi, en fait, c'est pas ce qui s'est passé au Parc des Princes, c'est pas des insultes à caractère homophobe. Quand on dit Marseille, voilà, on va pas insulter la communauté homosexuelle. On dit en gros, les supporters de Marseille ou les joueurs de Marseille. C'est pas de l'homophobie. Et là, en fait, la ministre, pour moi, stigmatise, si tu veux, encore la communauté homosexuelle en disant oui, il y a des chants homophobes dans le stade. Ça fait 40 ans, 50 ans que ça existe. Le Paris Foot Gay était affilié au Paris Saint-Germain. Ils allaient au Parc des Princes, ils savaient très bien ce qui se passait dans le Parc des Princes. Ils ont eu des réunions avec les supporters du Paris Saint-Germain. Voilà, on sait ce qui se passe dans les stades, si tu veux, mais faut arrêter à chaque fois de stigmatiser la communauté homosexuelle. Alors cette polémique, elle a été relancée sur les réseaux sociaux, notamment après cette interview dans les colonnes du Parisien de la présidente de la Ligue nationale de football, Nathalie Ouellatour, qui a déclaré que voilà, on n'éduquerait pas les supporters en les virant des stades. Évidemment, ça fait partie du folklore. Un petit avis, Mamoudou, sur ces déclarations qui font un peu réagir toute la planète football? Alors, il faut prendre du recul et il faut traiter les choses à la racine, et il ne faut pas gouverner ou gérer les choses de manière émotionnelle ou
Ce qu'on a l'habitude de voir, le gouvernement, il gère beaucoup de choses par émotion et il gère par urgence. Et ça crée ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle de mon côté du populisme. Ça va permettre de braquer certains dans un camp, de stigmatiser certaines personnes. Maintenant, si on doit régler le problème de l'homophobie, moi en tant qu'éducateur sportif et formateur aussi, c'est dans les centres de formation des gens qui passent leur diplôme d'éducateur, c'est dans les clubs sportifs qu'on doit éduquer les gens, qu'on doit faire le vivre ensemble, quelle que soit sa couleur de peau, quelles que soient ses orientations sexuelles. C'est dans ce sens-là qu'on va pouvoir régler les choses. Et si le ministre veut régler le problème, il n'a qu'à mettre du budget alloué dans les fédérations, que les fédérations puissent créer des choses, faire des actions dans ce sens-là. Et là, on aura quelque chose de concret, mais pas du blablabla. T'es pas le premier invité sur l'antenne de Beurre FM et notamment sur notre émission. Voilà, Time Sport a déclaré qu'il faut plus de moyens pour les fédérations. Donc voilà, on a d'un côté évidemment, t'en parlais à l'instant, faut plus de formation. Il y en a d'autres qui disent ça fait partie du folklore. Et puis il y en a qui disent comme la ministre, faut des sanctions. Claude, où on se place dans tout ça? Franchement, c'est compliqué comme sujet. C'est beaucoup plus profond que ça. Enfin. Moi, je comprends si tu es homosexuel et que t'as tu entends ce type de propos, je peux comprendre. Faut se mettre aussi à leur place. Maintenant, ça fait partie. C'est dur, franchement, parce que ça existe depuis. Jérémy l'a dit, ça fait depuis tellement longtemps et ce n'est pas une excuse. Hein, personne n'accepterait de se faire insulter dans la rue ou autre. Et Jérémy aussi a révélé quelque chose de très important. Je suis moi dans les lycées, tu retrouves les jeunes, les ados qui s'insultent pendant tout l'été. Mais c'est-à-dire qu'ils s'insultent, c'est limite une manière de communiquer. C'est très très grave. Pour toi, c'est dans l'éducation qu'il faut faire quelque chose. Clairement. C'est une question d'éducation, ça va même beaucoup plus loin. Notre invité nous parle de fédération. Mais tout le monde ne va pas à la fédération, tout le monde ne va pas être formé. Je pense que c'est un problème sociétaire aussi, malheureusement. Enfin, c'est extrêmement compliqué. C'est dur vraiment honnêtement sur 10-15 minutes d'en parler comme ça. C'est beaucoup plus profond et il y a un vrai travail à faire. Et je note quand même que les supporters du Red Star ont un espèce de règlement intérieur et donc eux ont pour consigne de ne pas insulter les adversaires lorsqu'ils sont dans les tribunes. Voilà. Donc il y a des choses qui se font quand même. Quand je disais qu'on banalisait l'insulte maintenant, faut se souvenir quand même qu'il y a des millions de Français qui ont chanté pendant tout l'été Benjamin Pavard, une frappe de bâtard, et qu'on a les joueurs de l'équipe de France qui l'ont chanté dans la cour de l'Elysée devant 1000 gamins qui étaient invités par la Fédé. Et donc à un moment aussi, on a vraiment banalisé l'insulte. Le jargon dans le football, il est très très dur. Il y a un jargon qui est très dur. Un entraîneur, il va dire à ses joueurs maintenant, je veux des hommes sur le terrain. Ça veut dire quoi, je veux des hommes sur le terrain? C'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a un jargon dans le football qui est quand même très très marqué. Et que là, il faut rééduquer carrément tout le monde en fait qui fait du foot, qui entraîne. Ça va être compliqué. Hein. Nassim. Là, on n'est même plus dans le cadre du football, parce que là, on parle de certains termes qui en fait étaient à la base des insultes faites pour stigmatiser des personnes et qui sont passés maintenant dans le champ lexical, on va dire traditionnel. C'est des mots qu'on emploie de façon banale et sans porter la conséquence de ce qui peut se passer derrière. Il est justement là le problème. Et quand on parle de sanctions contre les personnes qui proféreraient ces insultes-là, moi je dis que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce qu'il faut d'abord essayer d'éduquer, essayer de faire une sorte de formation, expliquer. Ça prendra des années. Ça peut pas se régler du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est rentré dans le vocabulaire classique, commun de tous les Français et même de toute l'Europe et même de tout le monde. Ce n'est pas pour ça qu'il faut l'accepter. Il faut pas l'accepter, mais il faut pas éduquer, non plus, mais il faut pas non plus dire c'est comme ça. Voilà, il ne faut pas attaquer ces personnes-là directement. Ça prendra du temps et justement faire preuve d'une politique globale qui prendra du temps et qui sera chronophage et qui ne se réglera pas du jour au lendemain. Claude, rapidement. Ouais, là où je trouve, c'est vrai que c'est vraiment complexe comme histoire parce que c'est vrai qu'on peut être un petit peu partagé sur le sujet, c'est dans le jargon, etc. Juan José le disait il y a quelques minutes. On a pas mal évoqué le cas de racisme et on a été les premiers à dire il faut agir, il faut faire quelque chose. C'est là que tu te rends compte que c'est
extrêmement compliqué et que ça va demander des décennies vraiment pour régler tout ça. Et puis le supporter, enfin, je veux dire, ça va beaucoup plus loin que ça. Enfin, c'est une passion. T'en as qui jouent c'est leur vie d'aller au stade. Enfin, c'est compliqué tout de suite. Comme l'a dit notre invité, là, tout de suite, là, dans l'émotion, là, on veut. Non, c'est pas la bonne solution. Moi, les réactions en fait du monde politique qui m'a vraiment choqué, c'est que par exemple quand il y a eu un Marseille-Lyon il y a 2 saisons, il y a Valbuena, une maître de Valbuena qui est pendue dans le virage du stade Vélodrome. On n'a entendu absolument personne, c'est juste un appel à la haine. Il s'est fait découper pendant 90 minutes. Voilà, c'est ça aussi le problème, c'est qu'on réagit sur des choses comme par hasard. C'est les supporters du PSG. Faut taper aussi un peu sur les supporters du PSG au bon moment. En tout cas, si vous nous rejoignez sur Beurre FM, on parle actuellement dans la première partie d'homophobie. Voilà, c'est notre album. On parle notamment de Johan Lemaire, voilà, auteur d'un documentaire sur l'homosexualité dans le football, qui dénonce les insultes homophobes dans les stades. Et si vous voulez réagir, vous pouvez réagir au 01 53 48 30 00 ou avec le hashtag TimeSport sur Twitter et sur Facebook. D'ailleurs, il y a un auditeur qui nous appelle, Ahmed de Paris, justement, qui veut sûrement nous parler de ce documentaire qui sera diffusé, voilà, je le rappelle, sur France 2 le 14 mai. Bonsoir Ahmed. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Eh ben super, on attendait ton appel Ahmed. Voilà, justement, tu veux nous parler ce soir, voilà, de notre album, justement des insultes homophobes dans les stades. Exactement, c'est parti d'une remarque de la ministre des Sports et une réponse d'une responsable de la Ligue. On est d'accord? Tu rejoins l'analyse de notre invité, justement, il faut plus donner aux fédérations. Quand on parle de folklorique, ça veut dire c'est quoi? C'est des rites? C'est quoi? Faut pas prendre ça au sérieux? Mais je pense que, comme certains de vos invités l'ont dit, ça va être un travail de longue haleine, mais il faut marquer le coup, quoi. Il y a des insultes. Vous avez des papas et des mamans et des enfants qui vont au stade. Regardez quand ils entendent ça. Regardez le spectacle. Et donc que faire? Sanctionner? Il faut... non mais les parents ils cautionnent quand ils emmènent les enfants au stade. Les parents ils cautionnent ce qui se passe. Non. Le papa qui va emmener son enfant au stade. Certains supporters, parce que faut pas mettre en faute tous les supporters. Éduquer un code déontologique des supporters, verbal. Voilà, faites attention à ce que vous dites. Il y a des jeunes, il y a des petits enfants qui viennent regarder le match et ils ont le droit. Hein. On est passé par des années où c'était plus possible pour des petits jeunes d'aller au PSG. Vous vous souvenez? Ça a été nettoyé. Maintenant, ils peuvent rentrer. Parce que les parents ont refusé de les emmener. Aujourd'hui, regardez ce qu'on entend. Je pense qu'il y a un travail d'éducation. Je vous le répète, travail de longue haleine. Et puis la responsable de la Ligue à la ministre des Sports, elle n'est pas correcte. Folklorique, ça veut dire quoi? On prend l'habitude. Donc, monsieur, il y a une donc pour toi, Ahmed, si je résume plutôt, c'est il faut un code déontologique des supporters. On te remercie de nous avoir appelés. On va continuer avec d'autres auditeurs qui nous appellent, notamment Othman de Charenton-le-Pont. Bonsoir Othman. Oui, allô, bonsoir. Vous m'entendez? Eh bien oui, on vous entend très très bien. Vous nous appelez pour parler de l'homophobie dans le sport. Oui, mais je pense en fait à l'origine, je pense que les gens qui parlent comme ça dans des stades, ils ont entendu leurs parents parler de ça chez eux. Et je pense que tout se fait dans l'éducation. Pourquoi? Parce que moi, je voulais vous raconter que moi, mon enfant, il a 15 ans, il est supporter du PSG. Et on était dans un hôtel et il y avait un couple de deux femmes qui avaient un enfant qui jouait avec notre petit enfant et on les a invités à table le soir. Et mon fils, il m'a dit, mais papa, on est musulmans, on est ci, on est ça. Je lui ai dit, écoute mon fils, tu ne dois juger personne. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on porte beaucoup de jugement, on est devenu trop moralisateur, irrespectueux. Donc pour toi, faut changer les mœurs, faut justement évoluer dans les mentalités. Surtout arrêter le jugement et surtout regarder devant sa porte. Il y a beaucoup de parents qui sont comme ça, leurs enfants en train de dire oui, mais tu sais, tu seras un homosexuel, tu seras tu seras ça. Et l'enfant, il grandit avec cette haine de l'autre. Et donc forcément, ces gens-là, ils l'ont pas choisi. Ils ont le droit d'ailleurs d'être ce qu'ils sont. En tout cas, faut changer au niveau des mentalités. On l'aura compris. Merci Othman pour ton appel et pour nous écouter tous les soirs de 18h à 19h sur Beurre FM. On continuera d'en parler évidemment de
de Johan Lemaire, de ce documentaire voilà, diffusé le 14 mai sur France 2 qui s'appelle Footballeur et Homo au cœur du tabou. Restez connectés sur Beurre FM dans quelques instants. On vous a préparé un très très bon programme avec notre invité Mamoudou Bassoum. On parlera de taekwondo notamment et pourquoi pas des européennes également, ça approche, hein, c'est bientôt, c'est le 26 mai. Et on parlera également des éliminatoires de l'Euro 2020. A tout de suite sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. Et on est de retour sur Beurre FM avec vous, chers auditeurs, chères auditrices, et c'est jusqu'à 19h. Voilà, on va décrypter l'actualité sportive avec les consultants Nassim Bourras, Juan José Dorado, évidemment Jérély Rousseau qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, commentateur sur 11-0, et notre coach national, Claude Tollet. Puis notre invité, voilà, c'est dans quelques instants, Mamoudou Bassoum, champion d'Europe de taekwondo. C'est incroyable, mais vrai. Time Sport. Ce qui est incroyable mais vrai, Mamoudou, c'est peut-être parce que voilà, forcément champion d'Europe de taekwondo, ça se souligne. Et puis c'est aussi pour ça qu'on t'a invité ce soir voilà, dans Time Sport, adjoint à Chalette-sur-Loing. Tu me dis hein, si jamais je fais des erreurs. Et numéro 5 de la liste du PCF aux européennes. Et puis Gilets jaunes, on a vu plusieurs interviews, plusieurs apparitions dans les médias justement lors de cette crise des Gilets jaunes dans plusieurs plateaux télé. Donc on va plus s'attacher aux sportifs aujourd'hui. Hein. Mamoudou, tu as remporté le samedi 1er décembre à Marina d'Or en Espagne la médaille d'or des masters des plus de 35 ans au championnat d'Europe de taekwondo. Et donc du coup la question qu'on pourrait se poser, quel souvenir il te reste de ce titre européen, parce que c'était hier, hein, on est le 27 mars. Que de l'émotion, toujours de l'émotion, parce qu'entendre la Marseillaise sur le podium, bon, tout un sportif, c'est ce qu'il rêve, quoi. Quelle que soit la compétition qu'on fait, on rêve d'entendre la Marseillaise. C'est une fierté nationale, c'est une fierté personnelle, et c'est l'aboutissement d'un travail qui est long. Et voilà, donc en plus ça a été compliqué pour moi parce qu'au mois d'avril je me suis fait opérer des ligaments croisés, donc rééducation au mois de juillet, août, au mois de septembre l'autre ligament qui me lâche, et après octobre repos, et j'ai repris l'entraînement réellement au mois de novembre. Et là c'était on va dire de la souffrance, on va dire au niveau de l'entraînement, parce que le volume d'entraînement était 4. Donc au matin, réveil à 6h du matin, footing, et après le midi, musculation, le soir, minimum 2 heures d'entraînement, tout le mois de novembre, pour pouvoir arriver en Espagne. Et il y a des circonstances qui sont passées en Espagne qui font que ça m'a redonné encore plus de motivation, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas l'injustice et je déteste l'injustice. Et on a subi de l'injustice en Espagne dans le milieu sportif, on en parlera tout à l'heure dans le business. Et ça m'a redonné encore une autre motivation, et avec de la motivation et de la volonté, Tu nous en parleras dans quelques instants. On va reprendre un peu justement ton parcours. Comment t'es tombé dans la passion de cette discipline? Il y a sûrement des amoureux du taekwondo qui nous écoutent ce soir sur Beurre FM. Rapidement un peu ce parcours sportif. Comment t'es tombé dans le taekwondo? Alors avant je faisais de l'athlétisme, donc je faisais du semi-marathon au Sénégal pendant tout mon cursus, on va dire, scolaire. Et arrivé en classe de première, je vais sur la plage et je vois un monsieur qui fait des beaux coups de pied. Et je me suis dit waouh, il faut que j'arrive à le faire. Et il s'est avéré que ce monsieur-là était juste à 2 pas de chez moi. Il avait une salle de taekwondo. Je suis allé m'inscrire. Et la première fois, j'ai vomi tout ce que j'avais mangé. Pourquoi il ne faut pas manger avant Non, j'avais mangé depuis longtemps, mais bon, on était dans une petite salle au Sénégal. C'était une salle de cours, donc il faisait chaud et voilà. Et donc tout est parti du Sénégal, hein, cette passion, voilà, de cette rencontre évidemment sur la plage avec cet homme, voilà, avec qui tu t'es dit moi je peux faire pareil. Et puis au final c'est plutôt bien réussi, puisque voilà, champion d'Europe de taekwondo, évidemment ça se souligne. En parlant de votre titre, on peut évidemment pas occulter voilà la communication toute particulière au-delà du résultat sportif qui en a été fait. En effet, voilà, vous êtes comment vous pouvez à la fois allier le sportif et puis également trouver de l'espace dans votre quotidien pour une autre activité? Je suis un hyperactif, donc je m'ennuie très vite, et donc ce qui fait qu'il faut que je m'occupe. Voilà, donc ça se résume juste à ça. Un hyperactif, il faut tout le temps que je sois occupé à faire quelque chose, sinon l'ennui est là. Donc peur de l'ennui fait que on trouve toujours quelque chose à faire. En tout cas, il y a quelques jours, tu t'es pas ennuyé, tu étais à Sofia pour
pour l'European Multigame, c'est ça, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça a donné du coup cette compétition? Alors, c'est une compétition qui permet d'être qualifié soit au championnat d'Europe pour les, on va dire, des kids, donc les 6 jusqu'à 11 ans. Après, on a les cadets, juniors et les espoirs, donc les moins de 21 ans. Donc, j'avais amené une équipe de 10 combattants, 6 kids et 4 juniors. Donc, sur les kids, j'ai eu 4 médailles, donc 3 qualifiés. C'était les 2 premiers qui sont qualifiés. Donc, une médaille d'or, 2 médailles d'argent et une médaille de bronze. Donc, j'ai 3 qualifiés. Et malheureusement, sur les juniors, cadets juniors, ils n'ont pas pu avoir une qualif. Donc, il y en a 2 qui passent un tour, qui perdent au deuxième tour. Et il y en a un qui perd au premier tour. Et donc, quand on est champion d'Europe, évidemment, on pense forcément au championnat du monde. Et avec évidemment tout le programme chargé qui s'annonce dans les prochaines semaines, les prochains mois, comment on peut justement trouver le temps de s'entraîner et se préparer pour un tel événement? Alors là, effectivement, j'ai pris un peu de repos, on va dire, tout le mois de février. Après le mois de décembre, je me suis entraîné parce que j'avais les championnats de France qui se préparaient au mois de janvier. Donc j'ai gardé mon titre de champion de France aussi. Et après le championnat de France, j'ai pu me reposer pendant un mois. Et là, j'ai repris un entraînement parce qu'au mois de fin juillet, début août, on a les Jeux européens. Et là, c'est un autre enjeu. Il faut garder le titre. Et après, nous, les championnats du monde, ils auront lieu en 2021 au Japon. Donc, il y a une préparation aussi à faire. Il y a une préparation qui a sûrement commencé. Elle a déjà commencé cette préparation? Oui, effectivement, elle a commencé. Donc là, suite à mon rupture des ligaments croisés, j'ai une jambe qui est moins musclée que l'autre. Donc là, on a une phase où on doit vraiment remuscler la jambe gauche pour éviter les déséquilibres. Parce que quand il y a une jambe qui est plus musclée que l'autre, il y a forcément un déséquilibre. Et donc là, on va rééquilibrer le corps et se mettre à fond pour avoir plus de puissance dans les combats. Il y a Jérémy Roulseau, notre consultant, qui veut te poser également une petite question. Oui, une petite question. Est-ce que, on va dire par rapport à la politique, est-ce que ça peut avoir on va dire une incidence sur votre carrière sportive par la suite? Par exemple, si vous êtes élu dans les prochains mois, est-ce que vous allez arrêter le taekwondo ou on va peut-être avoir un député champion du monde? Alors, mon rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir être député européen et en même temps avoir le titre au niveau des Jeux européens qui auront lieu fin juillet. Donc tout rafler au niveau de l'Europe, c'est ça? Génial, ça serait génial. Ça serait le top. Et, voilà, hein. et je pense que c'est possible. Dans la vie, tout est possible. En tout cas, ce que je transmets à mes élèves, et ce que je vis aussi. Donc voilà. En tout cas, c'est un bon message d'espérance et d'optimisme. Nassim, tu veux poser également une petite question à notre invité? Oui, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a décidé en fait de vous tourner vers la politique? En fait, en 2014, j'ai un club dans ma ville de Chalette-sur-Loing, un club où on commençait à avoir pour moi, le sportif, c'est au-delà de l'aspect sportif, c'est l'école de la vie. Donc dans l'école de la vie, j'avais un programme que j'ai établi, ça fait maintenant 10 ans, où pendant les vacances scolaires, j'occupais les gamins à faire du soutien scolaire, à faire des sorties culturelles. L'après-midi et le matin, on faisait notre sport. Et le club a pris de l'ampleur, ils ont vu l'éducation qu'il y avait, et le maire a jugé que j'étais une personnalité dans la ville, et il m'a invité à agir au niveau de la ville, donc il m'a chargé de s'occuper de la politique jeunesse et enfance. Donc moi j'agis dans un cadre, on va dire, associatif restreint, et on me demande d'agir dans une ville où il y a des quartiers populaires. Donc je me suis dit, voilà une mission qui est plus grande et qui est noble. Et donc c'est pour ça que je me suis engagé dedans. Nassim? Oui, je voulais savoir, c'est laquelle la bataille la plus dure à remporter? La bataille du terrain sportif ou la bataille du terrain politique? La bataille du terrain politique. C'est la plus dure, sans hésitation? Oui, parce que le sport, on travaille, le résultat, on l'a. La politique, il y a de l'éducation, et les gens ne comprennent pas forcément les enjeux. Et l'étiquetage des partis fait que parfois, je ne peux pas parler à quelqu'un de tel parti ou quelqu'un qui vote tel parti ne peut pas recevoir mon discours. En tout cas, nous on reçoit tout le monde et on reçoit d'abord aujourd'hui sur Thaï Sport et sur Beurre FM le sportif, évidemment le champion d'Europe de taekwondo. Juan José, tu as une petite question pour notre invité également. Vous avez parlé de l'engagement politique, l'engagement sportif, le fait d'être numéro 5 de la liste de Yann Brossard. Ça peut peut-être vous permettre d'être député européen, mais c'est un boulot à plein temps. Vous allez devoir choisir. Ça paraît très compliqué que vous soyez éducateur dans la ville,
3-4 jours par semaine à Bruxelles et que vous ayez le temps de vous entraîner. Alors, est-ce que vous avez déjà fait votre choix au cas où vous seriez à Strasbourg et à Bruxelles? Il va faire les deux. Alors aujourd'hui, très pour moi, c'est pas compliqué parce que j'ai un métier. Je suis salarié d'une entreprise, donc je vais au travail. Demain, si je suis élu, cette fonction de salarié, elle va disparaître. Donc celle-là, elle sera remplacée par le côté politique. Voilà, c'est le côté évidemment adjoint dans la mairie de Chalette-sur-Loing qui va disparaître pour laisser place à des activités à Bruxelles, à Strasbourg, c'est ça? Non, c'était plutôt, en fait, je suis ingénieur consultant dans une entreprise dans l'aéronautique. C'est ce métier-là qui va disparaître. Voilà. Donc comme ça disparaît. Mais ma question est, où en tant qu'éducateur, est-ce que ça va disparaître aussi? Parce que passer 3-4 jours à Bruxelles, préparer ses dossiers, aller entraîner les gamins dans une association de sa ville 2 ou 3 fois par semaine, et puis s'entraîner soi-même pour votre objectif en tant que sportif de haut niveau, ça paraît compliqué. Donc, j'ai peur par expérience d'avoir connu d'autres politiques ou sportifs devenus politiques que la partie associative va prendre un coup. Alors moi, mon épanouissement, il passe par le taekwondo. Donc si on m'enlève le taekwondo, il n'y aura plus d'épanouissement. Donc le député ne sera plus efficace. Ah, et ben ça c'est bon. En tout cas, on a compris, Mamoudou, que tu veux allier les deux, à la fois la politique comme tu fais actuellement et également le sportif que tu es, le grand sportif, puisque voilà, champion d'Europe de taekwondo, évidemment, c'est pas tout le monde. Claude, on va finir par toi. Tu voulais dire quelque chose à Mamoudou? Ouais, moi c'est tirer mon coup de chapeau, vraiment, Mamoudou, pour l'ensemble de ton œuvre, pour ce que tu fais. Je pense que t'es un exemple pour pas mal de monde. Et puis cette onde positive que tu apportes, voilà, même si les gens peuvent voir des obstacles, voilà, toi, tu as cette ligne de conduite, tu as cet objectif qui va te permettre d'aller haut, on l'espère, en tout cas pour toi, mais voilà, enfin, chapeau en tout cas pour ce que tu fais. En tout cas, on te souhaite le meilleur ici avec l'équipe de Thaï Sport, voilà, pour le côté sportif et puis également, pourquoi pas, pour ce côté politique, puisque je rappelle, voilà, au-delà d'être adjoint au maire de Chalette-sur-Loing, tu es surtout numéro 5 de la liste PCF aux prochaines élections européennes. Un petit truc rapidement. Ouais, on me demande, apparemment, tu es un hyperactif, si tu serais prêt à travailler dans un restaurant 24 heures sur 24. 2 fois par semaine, du monde. Ah, il y a une offre là. C'est du côté de Niort. On en reparle en fin d'émission. On reparlera de ça juste en fin d'émission. En tout cas, maintenant c'est l'heure de la victoire. Ce sera peut-être celle de Mamoudou Bassoum au prochain mondial de taekwondo au Japon. En tout cas, maintenant on va parler de Netflix. Time Sport, la victoire. Et oui, on va rapidement parler de Netflix. Merci d'ailleurs, hein, Mamoudou, pour toute cette longue interview qu'on pourra retrouver sur Beurre FM, beurrefm.net. Netflix qui s'embrase une nouvelle fois, qui embrase une nouvelle fois le football après le documentaire sur Sunderland ou celui se consacrait à Antoine Griezmann. On en a parlé il y a quelques jours avec Jérély. Netflix s'attaque désormais à Nicolas Anelka. Et selon vous, Nicolas Anelka, est-ce que l'on pourrait l'appeler une figure importante du panorama du football français? Est-ce qu'il tient une place prépondérante? Est-ce que voilà, il y avait tout un intérêt pour Netflix à faire quelque chose sur Nicolas Anelka? Jérély? C'est un sacré personnage déjà. Ah oui, non mais ça on peut pas le dire. Voilà, pourquoi lui, pourquoi si pas? on fait une série documentaire, c'est qu'il y a quelque chose à regarder. Là, on a quelque chose, on a quelqu'un. Voilà, il avait déjà fait un documentaire sur lui-même, ça s'appelait Inclassable à l'époque où il était revenu en Angleterre du côté de Bolton. En plus, sur le documentaire Netflix, il y a Arnaud Ramsey qui est, on va dire, voilà, l'oreille de Nicolas Anelka, qui est vraiment le journaliste de France Football qui est le seul d'ailleurs à pouvoir interviewer. Qui a écrit des bouquins d'ailleurs. Oui, qui a fait voilà, et qui est, je pense d'ailleurs le seul journaliste à pouvoir interviewer Nicolas Anelka sur les 4-5 dernières années, en tout cas depuis Nice Na. Forcément, quand on dit Anelka en France, on dit Nice Na, donc il y a beaucoup de gens qui vont aller voir ce documentaire pour vraiment savoir peut-être enfin la vérité de la vérité, parce qu'on a entendu beaucoup Raymond Domenech parler sur ce fameux échange. On a entendu beaucoup l'équipe, on a très très peu entendu Nicolas Anelka, donc ce serait aussi peut-être intéressant parce que c'est quand même l'homme qui a déclenché le problème. Claude? Je vais même plus loin. En 98, c'est le gros potentiel du football français symbolise avec Thierry Henry et David Trezeguet. Les deux premiers vont, lui reste à la maison, il a 18 ans, etc. Ensuite, il y a cette ascension fulgurante, Arsenal, le Real Madrid, où là, ça se complique un petit peu, malgré quand même deux buts en demi-finale de Ligue des Champions, retour au PSG, un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que, tu sais, il symbolisait déjà on l'appelait un petit peu l'enfant terrible du football français.
Et faut savoir qu'Anelka c'est quelqu'un qui ne supportait pas en fait se mettre en avant, parler, etc. Donc il a toujours insurgé un petit peu le mystère. Et comme le dit Jerry aussi, c'est que bon voilà, en général, quand on parle d'Anelka, tout de suite on parle exactement de l'épisode de Nice Na. Et dans ce documentaire, on en saura un peu plus également avec des témoignages, celui de Thierry Henry, Omar Sy ou encore Patrice Evra. Un petit mot, Nassim, sur justement ce documentaire sur Nicolas Anelka. Pour Netflix, c'est la poule aux œufs d'or, parce que Nicolas Anelka, c'est pas une personnalité plate. Il a beaucoup de choses à raconter, il a vécu beaucoup de choses. Donc l'intérêt du documentaire est tout trouvé. Donc ça va être intéressant, et du point de vue du spectateur, il y a quelque chose, il y a une histoire, il y a une intrigue. Donc ça risque d'être plus intéressant à vivre, à voir, que celui d'Antoine Griezmann, où pour le coup, là, le personnage était un peu plus plat que celui d'Anelka. Après, ça permettra aussi de savoir un peu plus ce qui s'est passé lors de l'épisode Naïsna. Je l'espère en tout cas, parce que c'est quand même dommage que la personnalité d'Anelka soit résumée qu'à Naïsna, mais bon, ça fait aussi partie de son parcours. Mais voilà, ça permettra d'avoir une vision globale, de voir un peu ce qu'est Anelka en dehors de Naïsna, mais aussi ce qui s'est passé à ce moment-là, à cette époque-là. Mais voilà, je terminerai sur le fait que Anelka n'est pas que Naïsna. Hein, clairement pas. Ça a été un très bon joueur de football, un très bon joueur de l'équipe de France, et un documentaire pour lui me paraît mérité. C'est certainement mérité. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui le mériteraient plus qu'Anelka, mais c'est pas ça dans cette affaire qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait que ça soit Netflix qui est derrière ça. Petit à petit, on voit Netflix avancer ses pions dans le football. Pourquoi pas, dans quelques années, Netflix, Amazon, acheter les droits des télévisions d'un certain nombre de championnats, de la Coupe d'Europe, pourquoi pas la Champions League. On sait qu'il y a des négociations entre les grands clubs, les Amazon, ça a commencé déjà. Donc, pour vous dire que derrière, c'est inquiétant pour toi. Derrière cette histoire d'Anelka, de Griezmann, etc., et de Sunderland, ce qui est le plus inquiétant, c'est comment Netflix aujourd'hui, qui a un pouvoir économique énorme, va peut-être pouvoir s'emparer du football en Europe. On sait que c'est là où il y a l'argent aujourd'hui. Cette semaine, on a beaucoup discuté avec le président de la Juve, qui est à la tête de ce club des clubs européens. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. Hein. Donc, et la Juve est passée sur Netflix, il y a eu une série sur Netflix voilà, sur la donc, Juve. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est inquiétant. Mamoudou, est-ce qu'on là on parle de Nicolas Anelka, évidemment, d'un documentaire qui sortira en 2020. Ça a été annoncé lors du Festival International Series Mania à Lille. Mais on parle beaucoup de football, évidemment, même dans d'autres émissions. Nous, c'est iSport, mais est-ce que finalement on en fait beaucoup sur ces joueurs de foot, on n'en fait pas assez, évidemment, par exemple dans le cas du taekwondo. Un peu ton avis sur ce sujet. Il y a plusieurs choses. Il faut prendre du recul et aussi analyser bien les choses. Tout sportif mérite d'avoir des documentaires. Maintenant, le football, c'est quelque chose de populaire. On parle que du football partout. Et ce qui explique aujourd'hui le fait que médiatiquement, on parle plus de football. Après, en termes de sacrifice sportif, tous les sports se valent et tous les sports méritent en tout cas qu'on en parle sur les médias. Et peut-être que bientôt on aura un documentaire, pourquoi pas sur Mamoudou Bassoum, voilà, sur Netflix, on sait jamais, peut-être qu'ils nous entendent. En tout cas, pourquoi pas. En tout cas, restez connectés sur Beurre FM. Dans quelques instants, on va parler des éliminatoires de l'Euro 2020 et on reviendra également sur le match amical entre le Maroc et l'Argentine. C'est tout de suite sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. On est de retour sur Time Sport et sur Beurre FM, évidemment, avec les consultants Nassim Bourras, Juan José Dorado, Jérémy Rousseau et notre coach national, notre Claude Tollet, évidemment. Voilà. Et puis notre invité Mamoudou Bassoum, avec qui on a parlé de taekwondo, on a parlé également d'homophobie. Et puis on a fini avec Netflix qui consacre un documentaire qui sortira en 2020 sur Nicolas Anelka. Et là, on va enchaîner avec le duel. Mais avant le duel, on va parler quand même d'une information du jour. Et notamment, c'est les transferts. Et Lucas Hernandez qui signe au Bayern Munich. C'est ça, Nassim? Oui, c'est désormais officiel. Le Bayern Munich vient d'annoncer la signature du défenseur de l'Atlético Madrid, Lucas Hernandez, pour 80 millions d'euros. Record de transfert explosé pour le Bayern Munich, qui, je vous le rappelle, avait un record estimé à 40 millions avec le transfert de Corentin Tolisso.
Le transfert sera effectif à partir du 1er juillet 2019. Donc, Lucas Hernandez rejoint Benjamin Pavard qui lui aussi signera pour cet été au Bayern Munich. Voilà, Lucas Hernandez au Bayern Munich pour 5 ans et 80 millions d'euros, le deuxième défenseur le plus cher de l'histoire. En tout cas, ça permettait d'ouvrir un peu sur le football encore et encore. Heureusement qu'on a fait une pause par le taekwondo aujourd'hui, chers amis. Là, on va enchaîner avec les éliminatoires de l'Euro 2020, c'est le duel. Time Sport. Le duel. Et le duel, évidemment, du moins les duels, les deux premiers matchs qualificatifs à l'Euro 2020 ont été remportés par l'équipe de France. Et ça montre que les champions du monde titulaires ont réussi. Trust le temps de jeu, évidemment, là, au Stade de France, et c'était quand même 4-0. Donc on peut pas dire qu'ils ont fait les choses à moitié, les joueurs de Didier Deschamps. Concernant le reste des matchs, puisqu'hier, il y avait aussi des matchs, on va en parler. L'Arménie qui a perdu sur son terrain 2-0 face à la Finlande. L'Espagne qui a gagné 2-0 à Malte. Et la Bosnie-Herzégovine qui a été tenue en échec de partout avec la Grèce. La Roumanie qui s'est imposée 4-1 contre les îles Féroé, 3-2 entre la Suisse et le Danemark, pareil entre la Norvège et la Suède. L'Italie qui a totalement surpassé le Liechtenstein 6-0. Et enfin l'Irlande qui s'est imposée 1-0 en Géorgie. Avec un but de Marco Verratti, ce qui est très très rare. Voilà, merci pour cette très rare. Et sacré but en plus. Merci pour cette précision, Jérémy. On n'aura pas le temps de revenir sur l'Italie, mais évidemment, voilà, 6-0, ça se note quand même. On va parler de l'équipe de France, des joueurs de Didier Deschamps. Quoi de plus normal finalement, Ils sont champions du monde. L'équipe de France continue à gagner. Pourquoi devrait-on changer une équipe qui gagne, Mamoudou ? Effectivement, l'équipe gagne et ils font des très bons résultats. Il ne faut pas les changer. Il faut continuer à les encourager. Il faut qu'ils continuent le boulot, pas dormir sur les acquis, continuer à travailler. Et le plus dur, c'est maintenant, parce que quand on est champion, maintenant maintenir le titre prochaine fois, c'est le plus dur. Tu crois au doublé ? Effectivement. Effectivement, on pourra voir ça évidemment puisque c'est en 2020. Nassim, un petit mot évidemment sur cette équipe de France qui continue de gagner. On en a parlé hier et avant-hier, mais en tout cas voilà, on est obligé de revenir dessus puisque leur prochain match ça sera en juin. Voilà, ça sera le 8 juin prochain, voilà, à 21h contre la Turquie à Istanbul. Moi je pense justement que c'est un problème le fait de garder la même équipe. Pourquoi ? Parce que justement c'est une statistique qui se révèle exacte au fur et à mesure des Coupes du Monde. L'équipe vainqueur de la Coupe du Monde ne la gagne pas lors de la prochaine édition. C'est pas un hasard. C'est tout simplement parce que les joueurs qui ont gagné l'édition précédente sont parfois en manque de forme, sont parfois trop âgés ou sont parfois en manque de motivation pour aller chercher un deuxième titre puisqu'ils l'ont déjà obtenu. Et n'oublions pas que c'est la Coupe du Monde, le Saint Graal pour la plupart des footballeurs de cette planète. Donc il est bien là le souci pour Didier Deschamps, c'est qu'il faut qu'il trouve. Je dis pas qu'il faut qu'il change l'intégralité de l'effectif. Il faut pas faire ça. Mais il faut faire des ajustements. On ne peut pas garder certains joueurs sous prétexte qu'ils ont été champions du monde. Je pense notamment à Adil Rami, Florian Thauvin, Thomas Lemar. Ok, ce sont des champions du monde. Mais si d'autres peuvent ramener un nouvel élan, une nouvelle dynamique, ça peut être très intéressant pour Didier Deschamps. Et c'est là où il aura plus de chances d'avoir son deuxième titre d'affilée. Parce que s'il garde toujours les mêmes, la réalité de 2018 n'est pas la même que celle de 2022. Donc pour toi, il faut faire évoluer le collectif. Est-ce que tu partages cette analyse, Juan José ? Forcément, nous les Espagnols, on est tout à fait d'accord avec Yacine. Rappelle-toi tout simplement que l'équipe des 2010 de l'Espagne qui gagne en Afrique du Sud, c'est complètement raté. En 2014, au Brésil, on avait gardé la même structure, on avait fait quelques changements. Mais celle de 98 en France, elle a gagné en 2000 quand même. Oui, mais c'est faisable, c'était quasiment. En 2002. Mais pour te dire qu'effectivement, tenir 4 ans, c'est très compliqué. Alors il y a des jeunes joueurs qui peuvent tenir parce que quand tu as un joueur comme Varane, effectivement, il peut aller Mbappé qui peut aller jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, mais je vois pas l'intérêt de faire jouer Giroud. Est-ce qu'il sera-t-il en forme dans 4 ans ? Maintenant, je crois pas. Donc effectivement, il faut faire évoluer cette équipe, d'autant plus que la plupart des joueurs ne jouent pas dans le championnat français. Quelles sont les marges de manœuvre, Claude, pour Didier Deschamps dans cette équipe ? En fait, je suis pas trop d'accord avec mes. T'es pas d'accord ? Je suis pas totalement faut garder le même groupe. C'est pas ce que j'ai dit non plus. Je sais pas, je te pose la question. Mais laisse-moi répondre. C'est terminé. Laisse-moi répondre déjà. Non, mais c'est que je suis d'accord lorsque tu parles. Là, vous parliez de Coupe du Monde, donc tous les 4 ans, il se passe tellement de choses. Les joueurs prennent plus 4 ans, forcément. Il y a des joueurs qui émergent, etc. Il y a tellement de paramètres. Mais là, on parle de l'Euro 2020. Enfin, je sais pas. L'Euro 2020, c'est quoi ? C'est l'année prochaine. C'est déjà l'année prochaine.
Donc après, je veux dire, c'est tout à fait logique de garder une base de joueurs quand même important. Ce groupe a été quand même champion du monde. Après, il est normal de réajuster lorsque ça sera nécessaire. Il y aura du réajustement. Il faut savoir que, on prend l'exemple de l'équipe de France, t'as plus de 50 joueurs qui sont suivis chaque semaine dans différents championnats. Ils sont suivis sans être. Voilà. Ils sont suivis. Faut regarder le nombre de joueurs qui ont déjà ouais, mais ils peuvent être une sélection. Ben Yedder, il a dû recevoir 50 préconvocations. Bah oui, mais bon, il sera jamais pris parce que voilà, il n'y a pas la place. Le problème qu'il y a, on a un problème de riche en France, c'est qu'on sera jamais satisfait parce qu'il y a un potentiel extrêmement important. Mais bien sûr, t'as des sélections. Moi, ce qui me gêne avec Didier Deschamps, j'explique, c'est qu'en fait, t'as l'impression que, en fait, on ne peut pas avoir de concurrence saine en équipe de France. Oui. Il y a un 11. Voilà. On ne peut pas le toucher le 11 parce que si tu mets de la concurrence, il y a des joueurs, ils vont mal réagir. Si tu mets de la concurrence à Pogba, ça va pas lui plaire. Si tu mets de la concurrence à Giroud, tu lui mets un Lacazette, tu lui mets un Ben Yedder derrière lui. Pogba était sur le banc. Pogba était sur le banc. Deschamps a mis Pogba sur le banc. En tout cas, il a mis quelques matchs, il a été bon au mondial. Cher consultant, je vais vous faire réagir à une déclaration de Didier Deschamps qui a déclaré à l'issue de la rencontre contre l'Islande: difficile de trouver des points négatifs. Voilà. Après, on s'est régalé. On a gagné 4-0. On a vu des très beaux buts. On a fait un match de champion du monde. Il n'y a aucun souci sur ça. Par contre, c'est à savoir, est-ce qu'on a une vision à court terme, ça veut dire qu'on va chercher l'euro, ou est-ce qu'on a une vision à long terme et on va faire ce que très peu d'équipes, je crois quasiment que personne n'a jamais fait, de gagner deux coupes du monde d'affilée en fait. C'est ça l'idée. Après, si on voit à court terme, on pense euro. Moi je suis désolé, mais même à court terme, pour moi, Giroud ne doit pas être titulaire en équipe de France. En tout cas, il doit être mis en concurrence. On doit voir d'autres visages, voir des Lacazette, voir des Ben Yedder, parce que tu peux pas. Il y a des mecs qui se tuent en club, qui marquent 30 buts par saison et qui ont même pas la récompense d'être appelés en équipe de France, parce qu'il y en a qui ont la place, qui ont la grinta. Mais voilà. non, pas la grinta. Ils marquent ces joueurs. Ils ont leur place parce que voilà, ils sont dans les petits papiers de Didier Deschamps. Florian Thauvin, excusez-moi, mais Florian Thauvin ne mérite pas, par rapport à beaucoup de joueurs sur le front de l'attaque, d'être en équipe de France. C'est parce que il fait du bien au groupe, il ne pose aucun problème à Mbappé ou à un autre joueur pour la concurrence. Et voilà, c'est tout. En tout cas, évidemment, ces Bleus, on les retrouvera le 8 juin prochain à 21h. C'est à Istanbul. C'est contre la Turquie. C'est un match important, hein, évidemment. Didier Deschamps qui a déclaré justement à ce sujet que voilà, chez nos amis turcs, ça va être difficile. Donc on suivra évidemment ce match de très près avec les consultants de Thaï Sport. En tout cas, on va conclure cette émission voilà, qui s'achève bientôt sur le mode pressing et surtout le match amical entre le Maroc et l'Argentine. Time Sport, le mode pressing. Et oui, l'Argentine, ils ont fait un gros mode pressing, hein, puisqu'ils se déplaçaient ce mardi soir à Tanger pour affronter le Maroc dans le cadre d'une rencontre amicale. Et les Argentins se sont imposés au terme d'un match compliqué, 1-0. Juan. Parce que ce match aurait dû être joué, je sais pas. Pourquoi? Mais faut nous dire pourquoi. Non, mais tu vois une Argentine qui vient de perdre 3-1 face au Venezuela quelques jours auparavant. C'est une équipe d'Argentine qui est en reconstruction depuis une dizaine d'années. C'est très bien pour les Marocains de recevoir l'Argentine, mais quand tu vois la qualité supposée des joueurs argentins et ce qu'ils sont capables après de montrer sur un terrain de jeu, je suis désolé, je ne crois pas trop dans cette équipe d'Argentine. Nassim. Le match était un peu bizarre. Déjà, la coupure du courant au début de match, c'est déjà annoncé la couleur. Énormément de vent. J'ai cru qu'il y avait le Mistral qui s'est téléporté au Maroc. Apparemment, ça fonctionnait à pile. C'est pour ça qu'il y a eu une coupure de. On n'a pas non plus la réalisation d'Algérie-Tunisie. Non, chapeau aux réalisateurs de Canal Algérie. Big up à eux parce que c'était quand même assez extraordinaire. Mais on va pas revenir là-dessus, c'est pas le sujet. Mais oui, j'ai trouvé le niveau des Argentins extrêmement moyen, pour pas dire faible. Sans Lionel Messi, faut le préciser. Ah mais quand même, je suis marocain, mais je vais pas dire que le Maroc était du niveau et d'un niveau comparable à celui de l'Argentine. L'Argentine se doit d'être de mettre une classe d'écart au Maroc. Ça n'a pas été le cas. N'oublions pas que le Maroc a joué sans Ziyech et sans certains joueurs. Et c'est une équipe du Maroc assez jeune qui a tenu tête avec un but à la 82e minute, faut le rappeler, pour les Argentins. Donc c'est un match qui me laisse quand même sans voix pour les Argentins. Pour le Maroc, c'est intéressant. Ça montre que ça peut être de bon augure pour la Coupe d'Afrique qui s'annonce cet été. En tout cas, le stade était plein du côté du Maroc. Ah oui, c'était la bonne opération pour la Fédération royale marocaine de football. Claude, un petit mot sur ce match. Ouais, l'une des raisons aussi de cette rencontre, c'est qu'on espérait au Maroc voir jouer Lionel Messi. Oui.
Comme c'est le cas souvent, voilà, t'aimes bien. Mais dans le deal, ils ont dit que Messi c'était ne dans le viendrait deal, pas hein. de toute façon. C'était dans le deal. C'était dans le deal, ouais. Et la fédération est extrêmement en colère, comme ça se fait souvent. Voilà, il y a eu un exemple, il y a eu Pelé qui a joué au Zaïre en 74 avec Santos. Enfin, voilà, il y a plein d'exemples comme ça, et c'est vrai. On fait passer les joueurs de foot pour des chanteurs, chanteurs, ils sont en représentation, c'est la tournée de Messi. Il y a Nassim qui est pas d'accord avec vous, Nassim. Non, justement, je suis tout à fait d'accord. Je trouve ça, c'est terrible. Le Maroc, même les pays africains en général, ça serait intéressant qu'ils puissent s'évaluer avec des joueurs des équipes européennes, des équipes sud-américaines. Le problème, c'est qu'ils sont tellement pas pris au sérieux qu'en fait, ils doivent négocier, demander que les joueurs veulent bien venir. Je trouve ça vraiment tragique pour le football et qu'un pays africain doit faire tout ça pour pouvoir accueillir une top team. En tout cas, il y en aura peut-être d'autres des matchs au Maroc avec cette fois-ci avec Lionel Messi qui n'était pas là. En tout cas, voilà, je le rappelle, Maroc-Argentine, ça a été remporté par les Argentins mollement, 1-0. Merci à notre invité Mamoudou Bassoum. Évidemment, cette interview, vous pourrez la retrouver sur Internet et aux consultants. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.